Bon, Fabien, Christophe. Tu vas nous raconter cette histoire. On va te détendre, Fabien, parce que tu n'aimes pas cet exercice. Non, c'est pas là, Voilà. c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que tu préfères. Bon. Alors, comment tu as eu l'idée? Comment l'idée est venue? Alors en fait, si je suis un passionné d'automobile, un fou de voiture et de vitesse, il m'est arrivé aussi d'avoir un peu de déconvenue avec les forces de l'ordre depuis que j'ai mon permis de conduire, et j'ai toujours en fait vécu. Mon père était un fou de voiture également, donc avec des détecteurs de radar, des CP, des fausses plaques. Donc j'ai Avec toujours des fausses plaques. Oui aussi, oui, on a Bravo. toujours eu pas mal de choses pour éviter les radars. Et après 2 ans, en ayant travaillé dans un cabinet de recrutement, donc absolument rien à voir, j'ai imaginé un système par un serveur vocal, en me disant il faut qu'on réinvente un peu la CB, ou le phénomène communauté, où on va s'informer entre nous et en temps réel de présence de radar. Donc la première histoire, c'est Flash Info, où en fait j'ai créé un serveur vocal qui permettait, avec un numéro surtaxé et un numéro gratuit, de s'informer sur l'autoroute. Donc l'idée, c'était taper 6 pour la 6, taper 1 Lyon-Paris, Paris-Lyon, taper 2. Et on donnait le point kilométrique du radar mobile. Et avec un numéro surtaxé qui permettait aux utilisateurs de savoir où étaient les radars fixes, puisque c'était au départ en 2003 la naissance de la mise en place des radars fixes en France. Et avec donc ce numéro qui permettait aux utilisateurs de savoir où étaient les radars mobiles et les radars fixes. Donc l'aventure a démarré comme ça en fait. Quelle année? C'était en 2003. Donc, 2003. Donc, beaucoup de communication par rapport à ça, puisque c'était l'une des volontés de la politique aujourd'hui, et toujours aujourd'hui, de faire baisser les accidents sur la route. Donc, on a bénéficié en fait de beaucoup de communication à l'époque, auprès de la presse, télé, radio et presse écrite. Et naturellement vient le système en se disant, voilà, le téléphone c'est bien, mais il faut qu'on invente un système permettant aux utilisateurs, plutôt que de téléphoner au volant, ce qui est quand même un peu limite en ce moment, de pouvoir appuyer sur un bouton pour directement informer l'utilisateur derrière de la présence du radar, ou aujourd'hui d'accidents de bouchons, puisqu'on parle d'un assistant d'aide à la conduite qui participe à la prévention, à la sécurité routière. Oui, voilà. Alors, c'est un point à préciser. Ce n'est pas du tout un appareil qui n'est pas légal. Voilà, en fait, tout est un principe de communication comme un téléphone. C'est comme si on était tous au téléphone ensemble. Donc, c'est un outil d'information entre utilisateurs. C'est absolument pas un système qui va détecter la présence d'un radar ou qui va déceler comme un vrai détecteur de radar. C'est un outil de communication. Donc, les utilisateurs appuient sur le bouton pour prévenir d'un radar ou d'un bouchon ou d'un accident qu'ils voient sur le parcours, et ils vont permettre de prévenir en temps réel la communauté qui est derrière, et donc d'anticiper en fait toutes les perturbations qu'on a amené à rencontrer. J'imagine que de passer d'un serveur vocal à du hardware, ça peut-être pas été très simple. C'est pas simple parce que le serveur vocal est tout simple pour le coup à créer. L'idée, c'est qu'on est en 2004 et je commence à réfléchir à un système. Donc il faut intégrer un GPS pour localiser le véhicule, et puis un outil de communication qui permette de communiquer entre utilisateurs. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer des sociétés de géolocalisation qui étaient déjà bien avancées sur cette activité-là, et de rencontrer mon associé qui est toujours actuel, l'historique, qui lui a conçu le hardware, donc créer un circuit imprimé qui intègre le GPS, localisation véhicule, et un circuit imprimé qui intègre la communication, donc un GSM, un module GSM, avec une carte SIM qui permet à tous les utilisateurs de se relier en permanence via le serveur. Et donc on a mis à peu près 1 an à créer ce produit, à créer les serveurs derrière, et on a lancé l'activité commerciale de Coyote en janvier 2006, donc ça a 5 ans. D'accord. Et donc là, janvier 2006, c'est une distribution dans les retailers. Oui, alors démarrage, en fait, on était sur un produit assez haut de gamme à l'époque. On vendait un produit cher à 699 € parce que la technologie faisait que c'était assez lourd. Les opérateurs avaient des modules de carte SIM qui étaient aussi assez chers à l'époque. Et puis on offrait 2 ans d'abonnement. Donc c'était 699 €. C'était essentiellement vendu dans les magasins spécialisés automobiles. On touchait peu à l'époque la grande distribution, et en tout cas les multispécialistes auto ou multispécialistes classiques. Et c'est véritablement, en fait, on a commencé à constituer pendant 2006 la communauté d'aficionados, je dirais, des Combien de personnes passionnés. à l'époque? On était au bout de 2 ans à 30 000 abonnés à peu près. Et on a en fait véritablement... Donc, 30 000 abonnés qui payaient annuellement. Voilà, qui avaient acheté 2 ans d'abonnement à 699 € essentiellement. Et en février 2008, on a sorti un petit système, le Mini Coyote actuel, qui lui était beaucoup plus économique, puisqu'il était à 199 € avec 3 mois d'abonnement inclus,
Et là, on a commencé à intéresser toute la grande distribution. Donc, on a été présent au bout d'une année, jusqu'en fin 2008, quasiment dans toute la grande distribution française. Alors, fin 2008, 2007, sortie de l'iPhone. Tu y as cru, tu y as pas cru? Non, alors on n'était pas du tout dans ce truc-là au départ. On était très focalisé produit, et on l'est toujours d'ailleurs, malgré que ça change un peu en ce moment. Mais on était 2007-2008 focalisé produit, focalisé grande distribution. On voulait toucher toutes les grandes enseignes nationales en France. Et puis, on avait commencé à avoir une demande de plus en plus importante, donc on mettait en permanence les mains en avant parce qu'on n'arrivait pas à répondre en termes de produits, on n'arrivait pas à répondre en termes de structure en interne. Et c'est vrai que l'arrivée des applications, en tout cas des smartphones, ont fait que c'était un sujet qui était pour nous pas dans l'air du temps. Il fallait qu'on attende un peu, qu'on avance un peu plus dans la présence terrain sur produits, avec physiquement des produits. On a commencé à y croire un peu plus tard quand certains de nos concurrents ont lancé des applications sur l'iPhone. Et là, on s'est dit, il faut qu'on y soit, on doit être présent et on se doit d'y aller. Donc on a démarré plutôt tard. On a démarré l'application Coyote, iCoyote sur l'iPhone en juin 2009. Donc on est arrivé vraiment un peu après tout le monde. Et là, on a testé le marché. Moi, j'y croyais pas véritablement. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Je connaissais des produits, je savais vendre des produits et des abonnements auprès de nos utilisateurs. Je ne connaissais pas la typologie de l'utilisateur sur l'iPhone. Donc, on s'est dit, on va mettre l'application gratuite pendant 1 an. On va voir ce que ça donne. Et on verra ensuite quelles sont les remontées d'informations que nous avons, comment est la typologie des clients, est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils l'utilisent régulièrement. Et pendant 1 an, on a constaté en fait un gros téléchargement. On a eu plus d'1 million de téléchargements gratuits. Donc ça a été un grand succès. On s'est aperçu que malheureusement, très peu d'utilisateurs finalement. Une application gratuite, on avait de très mauvaises remontées de radar. Pour une petite anecdote, on avait des remontées sur le TGV à 300 km/h, on avait 50 points ou 100 points à remonter. Donc tout le monde jouait avec ça. À peine 2% d'utilisateurs réguliers. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on passe au modèle payant. Le modèle payant permettant en fait de récupérer une utilisation et un utilisateur beaucoup plus fiable, beaucoup plus motivé, qui appuie sur le bouton lorsqu'il passe devant un radar, parce que c'est quand même ça l'enjeu, et qui participe à la communauté. Pendant toute cette année, en fait, l'utilisateur iPhone utilisait et était informé par la communauté Coyote en elle-même des produits. En revanche, toute remontée de l'iPhone n'était pas utilisée et exploitée dans la communauté des produits Coyote. Et le jour où on est passé en mode payant, c'était en juin 2010, donc assez récemment. C'est récent, hein. Très récent, on a récupéré un peu plus de 30% d'utilisateurs. Ce qui est énorme. Oui, on a eu un beau taux de transformation. Alors ça a peut-être permis de faire goûter un peu au service. Et on a récupéré une qualité d'information, une qualité d'utilisateur en tout cas beaucoup plus intéressante qu'à ce qu'elle paye, donc impliquée, donc très fiable en termes d'information. Alors, tu peux rappeler peut-être quelques chiffres sur le fait de cette transformation. Elle a généré vous avez 3 modèles économiques, je crois, pour faire payer cette application. Voilà, en fait, elle est payante à 1,59 € le téléchargement avec 1 mois d'abonnement gratuit. Ensuite, comme le système Coyote, vous êtes à 12 € par mois l'abonnement. Et aujourd'hui, une offre promotionnelle, c'est 50 € pour 1 an, avec 6 mois offerts aujourd'hui. Et on a essentiellement presque des 2/3 des utilisateurs qui achètent 1 an en prépayé et qui ont l'application qui fonctionne pendant 1 an. Alors tu disais, il y a eu des concurrents avant nous, et au final, vous les doublez tous? On les a dépassés, en fait. On s'est aperçu qu'en 2010, on a été, je crois, toute application confondue, la 3e plus téléchargée en France payante. C'est vrai qu'on avait l'avantage avec le produit avant, pendant 3-4 ans, d'avoir fait un vrai travail de fond auprès de la presse et auprès de nos utilisateurs. Il faut savoir aussi que nos clients sont nos meilleurs commerciaux, j'ai tendance à dire, parce que ce sont eux qui sont les meilleurs représentants de la marque. C'est-à-dire c'est le bouche à oreille? Exactement, on en parle beaucoup, le bouche à oreille est phénoménal. On n'a jamais fait beaucoup de publicité. En revanche, le sujet des radars est un sujet sensible et on en parle volontiers parce que tout le monde se fait prendre un jour ou l'autre par les radars, et c'est vrai que ça concerne un peu tous les automobilistes. Et donc, on a bien instauré la marque avec le produit. On a bien fait connaître la marque, et ensuite je pense que c'est grâce à cela qu'on a eu autant de retours sur l'iPhone parce que les utilisateurs connaissaient déjà. Et on s'est aperçu également que c'était une typologie de client un peu différente de celle du produit Coyote. Le client Coyote aujourd'hui qui a un produit qui s'abonne, qui est mensualisé, c'est quelqu'un qui fait plus de 30 à 100 000 km par an, quelqu'un qui roule beaucoup, quelqu'un qui a besoin de son permis de conduire pour travailler, et quelqu'un qui sera... Excuse-moi de te couper, comment vous savez tout ça? Alors en fait, tous nos systèmes sont connectés minute par minute à nos serveurs,
et il remonte une latitude, une longitude, un cap et une vitesse. Donc en fait, on en détermine un peu une typologie client, on voit s'il l'utilise beaucoup, régulièrement ou pas. Donc on a tout un système de tracking, entre guillemets, vis-à-vis des utilisateurs Coyote et naturellement aussi vis-à-vis de l'utilisateur iPhone. Et on arrive à tester des modes d'utilisation, on arrive à savoir aussi, à qualifier l'utilisateur, puisque lorsqu'un utilisateur rentre sur une autoroute ou sur une route, on va l'informer du nombre d'utilisateurs qu'il y a devant vous, de l'éclaireur, en fait, on appelle ça, et on va donner la distance qui vous sépare du premier qui est devant vous, et on qualifie l'utilisateur, on lui donne des étoiles, s'il joue au jeu ou s'il ne joue pas le jeu, de 0 à 3 étoiles, en fonction de sa participation dans la présence des radars et dans son implication. Donc ça c'est intéressant, vous faites vivre la communauté, mais alors ça c'est quoi? C'est pas des petites mains? Non, c'est tout automatique en fait, donc c'est un système, c'est une matrice qui permet en fait très simplement, on a en moyenne un radar mobile en France est déclaré par 3 à 4 utilisateurs différents. Et donc ces 4 utilisateurs, s'ils sont impliqués et qu'ils appuient sur le bouton dans la même heure, on va s'apercevoir que c'est de bons utilisateurs qui jouent le jeu, donc ils vont gagner en crédibilité. Un peu comme sur eBay, vous avez une note de 0 à 10. Et si quelqu'un n'appuie pas sur le bouton alors que le radar a été déclaré, on peut soit imaginer qu'il n'est plus présent, soit qu'il ne joue pas le jeu. Et si un autre utilisateur passe derrière et qui confirme cette présence de radar, on va considérer que le client n'a pas joué le jeu, donc il perd en crédibilité. Donc on a tout un système automatique qui va calculer la qualité de l'utilisateur en final. Alors, tu parlais d'un système d'information, on comprend bien le cœur du business, c'est le radar. Et tu as parlé aussi des accidents. Oui. C'est quand même un sujet important, sensible, partout en Europe. Est-ce que vous travaillez sur des choses concrètes? Absolument. En fait, on a 3 axes de développement importants chez Coyote aujourd'hui. On veut continuer à développer des produits et des services additionnels et complémentaires par rapport à ce qu'on fait déjà. L'angle d'attaque était forcément le radar à l'époque. Aujourd'hui, on essaie de développer des sujets qui sont à la mode, qui sont l'éco-conduite, la sécurité routière. Donc, on est en train et on sortira cette année des nouveaux services que nos clients demandent sur les limitations de la vitesse en permanence, sur des choses comme ça, sur la somnolence au volant qui est un vrai sujet. On avance également naturellement en Europe, puisque notre volonté est de s'implanter partout en Europe, et en première monte sur les véhicules directement auprès des constructeurs automobiles. Et naturellement, vu le succès de l'iPhone, on a pris le parti de s'implanter partout. Donc on doit être présent dans tous les smartphones, qui est chose faite aujourd'hui. Donc on va développer également les applications partout en Europe. Alors, on comprend bien, il y a le boîtier qui est toujours commercialisé. Absolument. Donc depuis 2009, on arrive sur les smartphones, ce qui n'est pas forcément l'un des usages les plus simples dans une voiture. Alors, il y a effectivement des usages. Je pense que le produit tout en un n'est pas évident et facile à commercialiser. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir un petit outil très simple d'utilisation qui ne demande pas trop de réflexion. L'idée, c'est j'appuie sur le bouton droite quand le radar est dans mon sens, et lorsque le radar est dans l'autre sens de circulation, j'appuie à gauche. Le problème du téléphone, c'est qu'aujourd'hui, il pose, d'abord, c'est fait pour téléphoner, et que les applications qui sont sur ces téléphones-là usent considérablement la batterie. Et puis surtout, on a aussi, effectivement, c'est pas un outil nécessaire, en tout cas fait pour la navigation, la téléphonie et l'avertisseur de radar. Donc, on le voit d'ailleurs avec nos typologies de clients sur l'iPhone. Ce sont des gens qui l'utilisent moins, qui l'utilisent plus en week-end ou lorsqu'ils partent en vacances. Ce sont des gens qui sont une population plus jeune, entre 20 et 35 ans, et qui ont besoin plutôt du à l'acte. J'achète un week-end de Coyote parce que je prends ma voiture et j'en ai besoin. L'évolution logique de ça, puisqu'on part du boîtier, le smartphone. La première monte. Les constructeurs automobiles aujourd'hui, avec qui on veut et avec qui on négocie aujourd'hui, pour pouvoir intégrer directement sur le navigateur du véhicule l'application Coyote. Ce serait une véritable révolution, ça. Ça serait pas mal. Ça démarre bien avec des constructeurs français aujourd'hui, donc c'est assez rigolo. Bon, très bien. Question de la salle. eCoyote a-t-elle été développée en interne? Non, on n'a en fait aucune compétence. Mon associé, puisque moi je ne suis pas du tout dans le technique, mon associé avait vraiment une compétence hard et développement informatique serveur. Donc on a maîtrisé 100% de nos développements vis-à-vis du produit. Et les applications telles que iCoyote a été développée par un partenaire. On a 2 partenaires au départ et on a trouvé notre partenaire final il y a 1 an à peu près. Donc on sous-traite toutes les applications aujourd'hui smartphone. Alors revenons sur la partie entrepreneur, que tu as créé quand même très tôt. Tu avais quel âge? J'avais 26 ans. 26 ans. Et là, sans être indiscret, maintenant tu as quel âge? J'ai 35. Oui, donc voilà, tu as eu un parcours
grâce à Coyote, quoi, finalement. Absolument. Hein? En fait, c'est ce qui était excitant et c'est aussi parce que j'étais jeune que je l'ai fait. Je pense que c'est facile quand on est jeune parce qu'on perd pas grand-chose. Je me suis dit, il faut que je le fasse parce que c'est un sujet radar, c'est polémique, c'est un petit côté rebelle et voyou que j'aime beaucoup et qui m'amuse toujours autant. Et donc, du coup, je me suis dit, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants à l'époque, donc je me suis dit, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Donc, allons-y, on verra bien ce que ça fait. Donc, j'ai démarré chez moi avec un petit serveur vocal, avec 2 numéros pris chez France Télécom, avec des numéros à 0,99 à l'époque facturés, qui marche toujours d'ailleurs. Donc, ça a été une aventure. Qui est utilisé ? Qui est toujours utilisée, oui. L'application Flash Info marche toujours un petit peu, donc c'est assez rigolo. Donc, c'était une aventure assez marrante. Question, puisque c'est utilisé, pourquoi tu ne portes pas finalement ce type de service sur le smartphone en vocal ? Sur le vocal, alors on y pense à recommencer un peu Flash Info, parce que ça peut être rigolo, parce que les gens ont connu ça au départ, et on avait à peu près 30 à 40 000 appels par mois, donc c'était assez marrant. Et je pense qu'il y a des choses à faire. La reconnaissance vocale aussi, c'est quelque chose que... C'est des sujets sur lesquels on avance. La reconnaissance vocale, le solaire, toutes ces choses-là. L'éco-conduite et la sécurité routière sont les 4 thèmes qu'on va vraiment développer aujourd'hui, sachant que il faut pas la plupart de nos clients aujourd'hui achètent pour le Coyote essentiellement, mais on commence à devenir finalement un vrai outil d'information. On est en partenariat avec les sociétés d'autoroutes à qui on relaye l'information des bouchons et des accidents. Et ça commence à bien fonctionner. Sur les patrouilleurs qui sont également en intervention sur les autoroutes, on avertit toute la communauté d'intervention d'une personne sur l'auto. Donc voilà, ce sont tous les services actuels qui sont d'abord à la mode, qui utilisent vraiment des compétences et des ressources d'autres sociétés. Et tout ça en Europe, parce que le sujet des radars, je pense que la France a été un bon exemple et que heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on le prend, tous les autres pays européens suivent cette politique de mise en place de radars mobiles et fixes, ce qui nous va plutôt très bien pour l'instant. Donc là, vous avez décidé de grandir. Hein. Vous êtes combien de personnes, tu l'as dit ? On est une trentaine de personnes aujourd'hui et on est en train de se structurer. C'est vrai qu'on a, pendant 4 ans, je crois, souffert, donc c'est plutôt un bon problème, mais souffert un peu de la croissance et de la demande. On n'arrivait pas à suivre sur nos produits. Il faut savoir que quasiment tout est fait en France. Nos produits sont fabriqués en France par des usines françaises. C'était assez rare pour le souligner, donc on en est assez fiers en ce moment. On a qui sont dédiés à Coyote ? Non, pas dédiés, parce que c'est des grosses, on peut la citer, c'est Sagem qui nous fabrique, qui fabrique aussi des radars fixes, donc c'est assez rigolo. Donc on a les deux. Donc on a cette structure-là, et puis on commence à s'organiser aujourd'hui. On pourrait équiper aussi les radars d'un Coyote. J'ai bien demandé, ils veulent pas. Sur les voitures aussi, ce serait assez rigolo. Les constructeurs auto qui puissent, les gendarmeries qui puissent avoir ça, mais ça, ils veulent pas trop. On a en fait subi la vraie croissance pendant 3 ans et on était en permanence les mains en avant parce qu'on n'arrivait pas à suivre la demande, parce qu'on s'aperçoit que vendre de l'abonnement, c'est un vrai métier, que c'est compliqué, qu'il faut s'organiser, qu'il faut un vrai call center, qu'il faut, enfin, tous ces systèmes qu'on a commencé à stabiliser aujourd'hui. Et maintenant, on s'est entouré de personnes. J'ai tendance à dire très compétentes dans leur domaine, voire plus compétentes. Il faut toujours s'entourer je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure, des personnes plus compétentes que soi pour pouvoir développer l'international, développer les stratégies avec les partenaires, les constructeurs automobiles, l'ensemble des acteurs de la téléphonie mobile, puisque c'est aujourd'hui chez nous un gros sujet. Et puis, naturellement, continuer à percer par l'évolution de nos produits et de nos services. Comment tu vois l'industrie du mobile ? Parce que c'est récent, en fait. C'est assez récent. Alors maintenant on s'y intéresse depuis une bonne petite année, 1 an et demi maintenant, on s'aperçoit que l'on voit que toutes les études démontrent que ça va exploser, que les applications smartphones vont exploser, que les smartphones vont exploser. Donc il y a aujourd'hui, je pense, on est presque au démarrage finalement de tout ça. iTunes a été, l'App Store a été fabuleux, a été un système assez extraordinaire, et que maintenant on peut arriver sur des perspectives excessivement grosses et importantes dans les 3-4 prochaines années, puisque tout le monde s'accorde à dire que les smartphones vont prendre le relais par rapport à un téléphone normal. Donc c'est vrai que nous, c'est un enjeu important et voire même stratégique aujourd'hui. Et multiplateforme. Et multiplateforme, absolument. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes avec tous les acteurs de téléphonie mobile. Très bien. Voilà. Fabien, merci. C'est moi, merci à toi Christophe.